ravie de vous accueillir ce matin. Donc, on est le 1er octobre, mais c'est encore un peu la rentrée, parce que c'est la première séance de l'année pour le rendez-vous du libraire, qu'on organise une fois par mois avec la librairie du cinéma du Panthéon, qui jouxte le cinéma. Et voilà, donc je vais vous annoncer aussi les autres ciné-clubs des prochaines semaines. Donc, mercredi soir, on accueille le réalisateur Christian Mungiu, qui est de passage à Paris, et qui présentera en avant-première son nouveau film, RMN, qui est en compétition à Cannes cette année. Donc vous êtes les bienvenus mercredi soir à 20h. Voilà, donc on fera une petite présentation avec Christian Mungiu et puis une discussion à l'issue de la séance. Je vous conseille de vous inscrire, sur notre site il y a un formulaire de réservation pour réserver votre place. Ensuite, le samedi 15 octobre, on aura le ciné-club italien, donc qui s'appelle l'Italie à travers son cinéma, et ce sera l'avant-première d'un film qui s'appelle Aria Ferma, de Leonardo Di Costanzo, et la séance sera suivie d'un échange avec Paolo Modugno. Et puis le 18 octobre, ce sera l'Inconnu du ciné-club, notre rendez-vous mensuel surprise avec Télérama, un invité surprise qui présente un film de son choix. Mais aujourd'hui, c'est le rendez-vous du libraire, et donc j'accueille Hervé qui va vous présenter la séance d'aujourd'hui. Oui, bonjour. Merci d'être venus si nombreux rendre hommage à Paul Vecchiali et Noël Simsolo qui va animer la rencontre. Je vais les inviter peut-être à me rejoindre tout de suite. On va vous présenter 2 films de Paul Vecchiali, un court-métrage, Les Roses de la vie, qui date de 1962, et un long métrage, En haut des marches, qui date de 1983. Deux. Et donc voilà, j'appelle Paul Vecchiali et Noël Simsolo. Après la projection des 2 films, on se retrouvera à la librairie du cinéma du Panthéon, qui est donc juste à côté, et vous pourrez faire dédicacer à Paul Vecchiali, c'est les 2 tomes de son autobiographie que je vais vous présenter pendant que je laisse la parole à Noël Simsolo. Oui, alors d'abord, cette séance va commencer par un petit dialogue entre Paul et moi, puis la présentation des 2 films. Avant le dialogue, je voudrais dire, parce que c'est des choses sont toujours amusantes dans la vie, même si ça paraît un peu personnel ce que je vais dire, c'est qu'il y a un court-métrage là qui s'appelle Les Roses de la vie, et c'est Les Roses de la vie, en même temps que les Russes du diable, qui m'ont fait connaître Paul Vecchiali quand il est venu les présenter. Ça devait être en 66, je crois, à Lille, en même temps que Paulet présentait Méditerranée. On s'est revus en 68, et depuis, je peux dire, sans qu'il y ait ambiguïté là-dessus, on ne s'est pas quitté, quoi. Bon. On a donc beaucoup travaillé ensemble et tout, donc c'est un peu une position bizarre que j'ai, à la fois d'être modérateur, alter ego, ami, etc. La première chose que je voudrais demander à Paul, qui est extrêmement simple, c'est est-ce que tu aurais pu vivre sans le cinéma? Non. Et hier c'était assez marrant, j'étais au Grand Action pour présenter 4 films, et il se trouve que cette date-là était capitale pour moi, puisque ça faisait exact jour pour jour 86 ans que j'avais dit à ma mère, maman, je ferai du cinéma. Alors c'était amusant que ce soit, c'est pas organisé, c'est trouvé comme ça. Donc hier, ça faisait 86 ans. Voilà. Sinon, ce programme-là, c'est pas moi qui l'ai fixé, et il se trouve que ce sont 2 films en hommage à la mer. Le premier, c'est... ma mère m'avait demandé de l'emmener à Toulon, au 14 rue Lamalgue, où elle avait été enfant. 14 rue Lamalgue, où son père était tuberculeux, sa mère aveugle, et où elle était l'aînée de 13 enfants, dont 11 sont morts en bas âge. Ça veut dire un peu le contexte. Donc elle a eu envie de m'emmener au 14 rue Lamalgue pour revoir l'endroit où ils ont tassé les matelas dans la cuisine pour qu'ils puissent dormir. Et on m'a frappé, c'est une magazine qui a ouvert, parce que les corps ont été remplacés par les magasins. La Malgue. Elle n'a pas pu dire un mot. Elle n'est même pas rentrée.
avec ça. Alors, ça n'a rien à voir, vous verrez. On part d'une idée, et puis on développe, on va ailleurs, etc. Et le deuxième, en démarche, ma mère habitait près de la Nation. J'allais la voir un peu à l'improviste. Attends, je t'interromps une seconde, parce que restons une seconde, si tu veux, bien sur Les Roses de la vie. Oui. Hein. Les Roses de la vie, il y a une chose qui est assez importante, c'est ton premier court-métrage, mais tu avais quand même travaillé aussi un peu avant pour le CES de la recherche, je pense, tu avais eu des projets, tu avais fait des choses. Non, Si. non. J'ai fait Les Petits Drames, qui est Ouais, c'est ça. un film que j'ai perdu, qui était perdu. Qui était avec Nicole Courcelles et Michel Piccoli. Avec Nicole Courcelles et Michel Piccoli, qui sont venus gratuitement. Nicole m'a mis un peu d'argent, parce qu'elle aimait beaucoup le scénario. On a, hélas, c'était jeune, trop jeune, tourné en muet. Et le film, après, les 2 copies ont été perdues, c'est le hasard. Donc ce film ne viendra jamais. Non, parce que l'autre. Mais, bizarrement, quand j'ai rencontré Nicole Courcelles, elle m'a dit, ne me parlez pas du scénario, dites-moi un mot sur le cinéma. J'ai dit, oui, c'est facile, Daniel Darieux. Alors elle a ri, elle a dit, c'est un bon choix. Nous sommes très amis, d'autant plus que nous n'avons pas les mêmes rôles. Et elle m'a dit, laissez le scénario là. Où êtes-vous lundi à 11h? Donnez-moi un téléphone, je vous appelle. Elle m'appelle et elle me dit, c'est ok, je trouve ça formidable. Mais je ne suis pas libre avant le 4 avril, on doit être en décembre. Est-ce que vous pouvez m'attendre? Je dis bien sûr. Donc on a fait... on arrive enfin vous direz tout ça si ça vous intéresse dans l'autobiographie. Elle arrive maquillée, prête, enfin c'est une grande professionnelle. Et moi j'avais un petit peu préparé, savoir comment j'allais la diriger et tout, ce qui est absurde, mais je débutais. Je lui ai montré ce qu'il fallait faire. Elle m'a dit ça, je ne peux pas le faire. Oh, j'ai pas molli, je lui ai dit, vous partez de quel pied? Elle m'a dit, de main gauche. J'ai dit, il faut partir du droit. Alors elle a éclaté de rire, elle m'a dit, ça, je peux le faire. C'était ma rencontre avec le professionnel. Il faut quand même dire aussi qu'à l'époque, Nicole Courcelles était une comédienne c'était une vedette, comme on dit à l'époque. C'était pas une comédienne de théâtre faisant un peu de cinéma parfois. Et ce qu'il faut dire, même si c'est dans ta biographie, qu'on en parlera tout à l'heure, mais c'est important, c'est que toi, tu avais commencé une carrière par Polytechnique, ensuite, disons, tu avais fait la guerre d'Algérie comme officier, et qu'au départ, personne n'aurait pu penser que tu passerais au cinéma. Mais ta première apparition dans la fibre cinématographique, ce sont les premières critiques que tu avais fait au Cahier du cinéma, dont je crois me souvenir que c'était celle de Coup de feu dans la Sierra, de Peckinpah, que tu avais comparé à Stroheim. Et c'est dans ce milieu-là que tu as connu plusieurs personnes des Cahiers du cinéma, dont Jean Eustache qui a travaillé avec toi comme assistant. Non, Jean Eustache, je l'ai rencontré au cinéma du Parnasse. Ah oui, il y avait l'époque du ciné Parnasse qui était, disons... Le Parnasse, ça a été pour moi vraiment le détonateur pour passer à la réalisation. Et donc, quand tu as fait les Roses de la vie, qui est un court-métrage que vous allez voir, il y a donc ce visage de la mère qui est là, et pendant des années tu fais d'autres films, peu importe, mais quand tu fais En démarche, c'est un film où brusquement tu racontes vraiment, c'est presque un film biographique quelque part. Oui, c'est un film biographique. C'est l'histoire de ma mère, un peu arrangée bien sûr, puisqu'on fait du cinéma, on ne fait pas de la biographie exacte, mais on peut dire qu'il y a 80% des éléments qui sont réels. Et dedans, il y a Daniel Darieux. Oui. Il y a Daniel Darieux surtout. Oui. Mais pas seulement, parce que dans Les Petits Drames que j'ai fait avec Nicole, un jour, elle m'a dit, écoute, j'ai une amie qui va voir le tournage, est-ce que ça t'ennuie de l'attendre? Elle m'a payé un bouquet de fleurs. Elle m'a dit, attends-la avec un bouquet de fleurs. Et elle est très précise, attention, le taxi arrive et sort Daniel Darieux, qui était mon idole. Ce qu'il faut dire au public, c'est important, je vais le dire moi, parce que ça va être... C'est que Paul avait eu un hommage, disons, de la Cinémathèque française qui avait lieu quand la salle de cinéma de la Cinémathèque française était momentanément, disons, sur les grands boulevards.
Et il avait dit, à ce moment-là, il était venu avec Malik s'en souvient très bien, il avait dit, j'abandonne le cinéma, je ne peux plus en faire et tout, et Denis Darieux était là. Et elle a regardé le public, et elle a dit, dites-lui qu'il n'a pas le droit. À la fin du film. À la fin du film, dites-lui qu'il n'a pas le droit d'emmener le cinéma. Et encore une fois, c'est Darieux qui t'a repoussé à faire des films. Deux fois, je dois de faire du cinéma grâce à elle. Et alors l'accueil dans vos démarches a été ambigu, parce qu'il y a des gens qui ont attaqué un côté politique sans parler de cinéma, et ceux qui parlaient de cinéma ont beaucoup aimé le film, si ma mémoire est bonne. C'est-à-dire, Paris a été très faible, on a fait 9 000 entrées, et on a fait 450 000 entrées en province, parce qu'on a été soutenu par les radios juives. Ouais. Ce qui est un peu surprenant si vous connaissez le film, enfin quand vous allez le voir. Mais ils ont dit, vous êtes le seul à parler correctement de cette période. Je l'ai vécu. J'étais enfant, mais je l'ai vécu. Mon oncle était un des tout premiers résistants, parce qu'il était ami intime d'Henri Foinet, et que le mot résistance a été prononcé pour la première fois au Café de France de Sainte-Maxime, à côté duquel j'habite, puisque le plan de la Tour est à 2 pas du Café de France. Donc mon oncle était résistant, mon père était capitaine au bureau de recrutement, il avait des renseignements qu'il fournissait à mon oncle. Et après, on l'a attaqué comme collaborateur. C'était quelque chose qui l'avait beaucoup blessé. Ça s'est arrangé tout de suite parce que mon oncle est arrivé, elle disait arrêtez vos conneries. Il était complètement avec moi. Et lui, il était pétainiste puisqu'il avait fait la guerre de 14 et s'il était encore en vie, c'était grâce à Pétain. Parce que Pétain est arrivé et a bloqué complètement les assauts en disant arrêtez, on va se débrouiller autrement. Donc Pétain, à cette époque-là, on peut en discuter, mais à cette époque-là, on peut dire a sauvé l'armée française. Évidemment, mon père en faisant partie, il avait beaucoup d'affection pour Pétain, mais pas pour, évidemment pas pour tout ce qui s'est passé après. Alors les gens disent, mais pourquoi il n'est pas parti? Oui, c'est vrai. Mais s'il était parti, qui en aurait mis à la place? Un Allemand? Ou bien Laval? Tu es revenu un peu sur ce sujet dans le roman que tu as écrit. Comment ça s'appelle déjà? Le cinéma français. Non, celui que tu as écrit pour moi. Le roman. Ah, tu veux dire. La Dame de. Vous voyez la mémoire, c'est moi qui l'ai édité en plus. Chez Belfond. C'était une série sur histoire et roman, et tu avais repris, disons, ce thème-là. Et même des passages, absolument. Bon, c'est une période qui t'avait beaucoup marqué. Les deux périodes qui t'ont marqué politiquement, parce que souvent on dit, Paul, qu'est-ce que c'est? Il y a ça, puis quand tu as fait la guerre d'Algérie, où tu as quand même vu la guerre d'Algérie de près. 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi. Oui, Godard m'avait dit, comment vous, anarchiste? Je lui ai dit, écoutez, c'est pas difficile. Si je n'y vais pas, quelqu'un va me remplacer, et je serai responsable des actes de ce quelqu'un. Alors que si j'y vais, je saurai ce que je ferai. Et pendant 3 ans et demi, j'étais en jeep, tout seul avec mon chien, alors que je devais avoir des abstracts devant et derrière. J'ai toujours refusé, et je n'ai jamais été attaqué. Parce que le téléphone arabe, c'est un mot, mais ça existe. Et les gens savaient ce que je faisais. J'ai mis les prisonniers de guerre, je les ai mis sur du dur, alors je les ai pas mis sur la tente. Je les faisais manger comme nous. On faisait des tournois de volleyball, de football avec eux, et il n'y avait vraiment rien. J'ai sauvé l'un d'eux qui était poitrinaire, je l'ai emmené à l'hôpital à côté. On est devenus amis intimes. Et bon, ça ne lui plaisait pas ce que je lui disais, mais je lui disais, il y a chez vous évidemment des gens qui y croient, et vous avez aussi des arrivistes. Et ce sont les arrivistes qui vont prendre le pouvoir. Et ayant le pouvoir, ils interdiront l'accès aux classes moyennes des autres. Il m'a dit, ne me dis pas ça, ne me dis pas ça, ne me dis pas ça. Mais ça s'est passé comme ça. Donc il s'est révolté, et il est devenu proviseur au civil de la Baisse, et au bout de 4 ans, il a été assassiné.
fait, la guerre, tu l'as montré dans un seul film, c'est dans Les 7 déserteurs. Oui. Voilà, autrement, non. Mais pour revenir aux démarches, tu as fait un casting vraiment très, très dans ton cœur, comme on dit. Parce que tu avais Hélène dedans, Hélène Surgère, tu avais Daniel Darieux, tu avais Micheline Prel, tu avais quand même. Gisèle Pascal. Gisèle Pascal. Les gens ont oublié qu'elle était Gisèle Pascal, qui était l'épouse de Raymond Pellegrin et qui était une comédienne très, très, très érotique pour les gens. Elle était considérée comme une, comment dirais-je, comme une femme très sexy, mais que vous avez tous, enfin vous avez oublié, vous ne connaissez pas. Mais Paul avait ça. Je dois dire d'ailleurs que si vous voulez vraiment comprendre le cinéma de Paul, il faut aller voir des films des années 30 français. Parce que moi, on avait écumé ensemble, tu te souviens, l'Action République, quand Paulo Branco avait passé tous ces films-là, et au Langlois, dans les séances de la Cinémathèque de 15 heures, et c'est vraiment le pot commun de femmes-femmes d'abord, entre autres, et tout, et même du cinéma. Et en fait, je crois que c'est, je sais plus si c'est Tavernier qui avait dit ça, c'est que tu étais un passeur entre ce cinéma-là et le cinéma moderne. Je crois que c'est Bertrand qui avait dit ça. Que tu étais un passeur entre le cinéma des années 30, le cinéma français d'acteurs et de metteurs en scène et le cinéma aujourd'hui. Tu es toujours d'accord avec ça? Non, mais ça ne m'intéresse pas. Je veux dire, moi, je fais ma carrière et puis je fais mes films que j'ai envie de faire et c'est pas à moi de les désigner quand on les désigne et quand on désigne. C'est la définition qui t'intéresse pas, mais le fait est vrai. Mais je sais pas. Je sais pas parce que moi, je vois pas du tout les choses comme ça. Je suis de l'autre côté du miroir, si tu veux. Moi, tout ce qu'on dit sur moi, ça rentre par une oreille, ça sort par l'autre. Ça ne m'intéresse pas énormément. Sauf quand il y a des erreurs monstrueuses, quelqu'un là, j'écoute. Bon, alors, comment ça s'est passé ensuite? Après en démarche, vu le sujet, vu tout ça, est-ce que ça t'a posé des problèmes sur tes projets d'après? Ah non, pas du tout, parce que ça a été... Il y a eu deux choses. La machine et En démarche sont très compatibles, parce que... Il faut préciser, pour ceux qui n'ont pas vu, La Machine, ça a été un film contre la peine de mort, et autour de... Enfin, à propos de la peine de mort, voilà. Et j'ai été, Amnesty International m'a soutenu à fond sur toute la province. Et En démarche, pareil, qui a été relative bide à Paris, comme La Machine, a été soutenu à fond par les radios juives. Je ne m'y attendais pas. Et on a fait 450 000 entrées avec La Machine et 480 000 entrées en province avec En démarche. Donc les films ont été couverts largement. Et je ne m'y attendais pas avec un relatif bide à Paris, évidemment. Voilà, bon, ça ce sont des choses qui arrivent et puis qui... Comme quand je fais Rosa Larose sur public, je ne m'attendais pas du tout à faire 15 millions de recettes. Je ne travaille pas avec l'idée qu'il va y avoir de l'argent ou pas. En revanche, je me bats quand je suis sûr de moi pour l'exploitation. Je me suis battu, par exemple, au Corps à Cœur pour avoir 22 salles. Paris banlieue, tout le monde me disait, mais enfin, on ne vous connaît pas, sur Gers, Hyper, Le Caillot, on ne sait pas qui c'est. J'ai dit, je m'en fous. Je veux que le poison s'installe partout dans Paris. Après, on peut réduire. Et bien, on a tenu 2 ans à peu près l'affiche à Paris. S'il y a une chose dont je peux me flotter, c'est bien connaître le métier. Voilà. Dernière question avant que la projection commence. La question, c'est, bon, moi je t'ai vu travailler souvent, et ce qui m'a toujours étonné, c'est quels que soient les gens importants qui tournent comme acteurs, ils l'ont connu ou pas, quel que soit, disons, le type de film, avec très peu de moyens ou des moyens, tu tournes toujours de la même manière. Je veux dire, ce qui compte, c'est qu'est-ce qui va être sur l'image par rapport à ce que j'ai à dire. Et ça, c'est une volonté définitive pour toi. Oui. Je prépare 8 à 9 mois avant le tournage de mon film, ce qui fait que, en préparant ce tournage, 1 mois avant le début du tournage, je fais descendre, puisque je suis dans le Midi, je fais descendre mon chef-op, il filme avec son iPhone tous les décors, il les montre au chef déco et au chef machinot. On a décidé ensemble de la place des travelling, ce qui fait que le PAT, c'est-à-dire le poids à tourner, arrive tout de suite. Je veux dire,
20 minutes au pire après l'installation du matériel, le premier plan est tourné. Et ça, les critiques ne comprennent pas parce qu'ils ne connaissent pas le métier. Et ils me disent, Cali fait des films avec un bout de chandelle. On disait de Moki et d'autres. Quand on travaille tout seul, sans se payer, parce que je ne me suis jamais payé au cinéma, jamais. Ni comme directeur de production, ni comme producteur, ni comme scénariste, ni comme réalisateur, ni comme monteur. Parce que je montais tous les films de ceux des autres. Parce que je voulais que l'argent aille au film, pas à moi. Et ma retraite, je l'ai gagnée à la télévision, où là, je demandais très cher. Et je savais pourquoi ils me demandaient, parce que j'ai travaillé vite. On faisait des économies, et je voulais profiter de ces économies. Voilà en gros mon schéma. Bon, deux choses. D'abord, on va dire deux mots de la séance que tu avais été, en dehors de Françoise Doucet, qui était une grande amie à toi, qui a disparu. Moi, je suis au téléphone quand Jean-Luc est mort, et c'est vrai que tu avais, par rapport, que tu connaissais depuis très longtemps. Bon, ça a été quelque chose d'important pour toi de considérer. Moi, c'est en rentrant en Algérie, j'ai vu à bout de souffle, et j'ai dit bon, ça va. S'il a fait ça, je peux le faire. Ensuite, il y a le studio Parnasse où tout le monde était là, les cahiers, les positifs, les macrononiens, tout le monde était là. On discutait beaucoup après la fin des films. Et ça a été Jean-Louis Charret qui dirigeait. Ça a été pour moi le palier. C'est là que je me suis dit, il faut y aller. Avec Godard, on avait des relations, je ne l'ai vu que 2 fois dans ma vie. Et on avait des relations extrêmement affectueuses, par mail, et par l'intermédiaire de son directeur de production, jamais directement. Après, bon, je ne veux pas raconter le détail. Oui, Sauf qu'on s'est un petit peu, on ne s'est pas engueulé du tout, mais on échangeait sur adieu au langage. Est-ce qu'un film est un langage ou une langue? Et moi, je me battais, je me dis, mais un film, c'est une langue, c'est quelque chose à apprendre. Et au bout d'1 an et demi, il m'a dit oui. Il a quand même gardé adieu au langage, et mon film va s'appeler Bonjour la langue. Oui, il est vrai que quand Paul, mardi, je crois, Paul tourne un film. Ce qui veut dire que même ceux qui disent je voudrais faire du cinéma et qui ont déjà 80 ans, vous pouvez y aller. Hein, lui, il en a 92. Bon, pas un problème. Alors, simplement, je vais demander que tu montres les livres, Hervé. Tout à l'heure, donc, après la projection, on se retrouvera pour parler dans Aux Démarches à la librairie. Et ensuite, on parlera, disons, du livre, et il y aura la signature du livre qui est là. Des 2 livres. Oui, ben, du livre. C'est un livre en 2 tomes, Paul. Bon, oui. Bon, c'était là la langue et le langage, là, hein, bon. Et puis surtout, je pense que quand même, je ne voudrais pas provoquer, mais enfin, vous avez Paul Vecchiali devant vous, on pourrait applaudir. Je signale que Myriam Mézir, une de ses comédiennes, est arrivée. Il vaut mieux applaudir le film et les comédiens que moi. Voilà, on se retrouve tout à l'heure à la librairie, juste après la séance. 2083, donc... 82. C'est 82, il y a une petite erreur.